signifier tragédieux. Quand nous prononçons le mot tragédie, nous pensons généralement à quelque chose de terrible, quelque chose de triste, quelque chose qui fait mal. Mais ce n'est que la surface. La tragédie n'est pas seulement un événement, c'est une expérience. C'est ce qui arrive quand l'espoir humain entre en collision avec des forces qui se moquent de nos plans, de nos rêves, ou de notre bonté. Le mot lui-même vient de la Grèce antique il y a plus de 2000 ans. À cette époque, la tragédie n'était pas seulement une histoire triste, c'était un avertissement. Les spectateurs grecs se rassemblaient dans d'immenses théâtres de pierre pour regarder des pièces où de grands rois, guerriers et héros tombaient, non pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce qu'ils étaient humains. Un seul défaut, une seule décision, un seul moment d'orgueil ou d'aveuglement. Et tout s'effondrait. Le message était brutal et clair, peu importe à quel point vous êtes puissant. La vie peut vous briser. Prenez l'histoire du roi Édipe. Il n'était pas un méchant. C'était un homme qui essayait désespérément de faire ce qui était juste. Quand une prophétie disait qu'il détruirait sa propre famille, il a fui. Il s'est battu contre elle. Il a essayé d'échapper au destin. Mais chaque pas qu'il faisait pour éviter la tragédie le menait directement vers elle, quand il a finalement réalisé la vérité. Que lui-même était le désastre qu'il craignait. Il n'a pas crié contre les dieux. Il n'a pas blâmé le monde. Il s'est puni lui-même. Ce moment, cette réalisation écrasante, c'est la tragédie. Pas la mort, mais la compréhension que c'était inévitable. Et la tragédie ne s'est pas limitée aux scènes antiques. Elle nous a suivis dans l'histoire réelle. En 1912, le Titanic a pris la mer comme le navire le plus avancé jamais construit. Les gens l'appelaient insubmersible. Des familles riches embarquaient avec confiance. Des musiciens jouaient pendant que le navire traversait l'Atlantique. Mais la tragédie est arrivée silencieusement, sous forme de glace. Pas une tempête, pas une explosion. Juste un avertissement calme et gelé qui a été ignoré. Quand le navire a commencé à couler, les canaux de sauvetage sont partis à moitié vides. L'orgueil a retardé l'action. Et plus de 1500 personnes sont mortes. Non pas parce qu'il n'y avait pas de solution, mais parce que la croyance aveuglait le jugement. Voilà la tragédie, quand le désastre est évitable, mais arrive quand même. Pendant la Première Guerre mondiale, des millions de soldats ont marché vers le front en croyant qu'ils seraient chez eux pour Noël. Ils écrivaient des lettres pleines d'espoir. Ils riaient. Ils rêvaient. Puis sont venues les tranchées. La boue, les maladies, les explosions sans fin et la mort sans gloire. Des générations entières ont été effacées. Pas pour des monstres, pas pour des méchants, mais pour des erreurs politiques et de l'entêtement humain. La tragédie n'est pas toujours soudaine. Parfois, elle s'étire sur des années, drainant lentement la vie de ceux qui n'ont jamais demandé à en faire partie. Et parfois, la tragédie vit silencieusement, loin des livres d'histoire. En 1986, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl s'est déroulée en plein milieu d'une journée de travail ordinaire. Des ingénieurs ont suivi des ordres, des alarmes ont été ignorées, des protocoles ont été brisés. Quand le réacteur a explosé, il n'a pas seulement détruit une centrale électrique. Il a empoisonné des terres, des familles et des futurs. Des pompiers se sont précipités dans une radiation qu'ils ne pouvaient pas voir, ne pouvaient pas sentir, ne pouvaient pas comprendre. Beaucoup sont morts en quelques semaines. Ils n'étaient pas des héros cherchant la gloire. C'étaient des gens qui faisaient leur travail. La tragédie porte souvent le visage de la vie normale jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais voici la partie dont on parle rarement. La tragédie ne concerne pas seulement la mort. Elle concerne la perte de sens. Un parent qui survit à son enfant. Un rêve qui s'effondre après des années de sacrifice. Un moment où la vie se divise en avant et après, et rien ne semble jamais pareil. Certaines personnes s'en sortent vivantes, mais ne reviennent jamais vraiment. C'est pourquoi la tragédie reste avec nous. C'est pourquoi nous racontons ces histoires encore et encore. Parce que la tragédie nous force à nous regarder sans illusion. Elle nous rappelle que le contrôle est fragile, que la certitude est dangereuse, que être humain signifie être vulnérable. Et pourtant, étrangement, la tragédie nous relie aussi. Quand nous entendons ces histoires, nous ne ressentons pas seulement de la tristesse. Nous ressentons la reconnaissance. Nous nous voyons en elles, nos peurs, nos erreurs, notre espoir fragile que les choses vont d'une manière ou d'une autre s'arranger. La tragédie pose une question silencieuse et inconfortable. Que feriez-vous si tout ce en quoi vous aviez confiance disparaissait? Pas en théorie, pas dans la fiction, mais dans la vie réelle. Et peut-être que c'est pour cela que nous ne pouvons pas détourner le regard, parce que la tragédie ne concerne pas eux. Elle nous concerne nous. Poerquei certaines personas reconstruisent. Après une tragédie, quelque chose d'étrange se produit.
Certaines personnes s'effondrent et ne se remettent jamais vraiment, mais d'autres se relèvent. Pas plus fortes de façon bruyante et héroïque, mais changées, plus calmes, plus profondes. Et la question qui nous hante est simple, pourquoi certaines personnes reconstruisent alors que d'autres ne le peuvent pas? L'histoire nous donne des indices douloureux et puissants. En 1945, Hiroshima a été effacée en quelques secondes. Une chaleur plus chaude que le soleil, des rues transformées en ombre, des dizaines de milliers de personnes disparues instantanément. Les survivants erraient dans la cendre, brûlés, aveuglés, entourés d'un silence là où une ville respirait autrefois. Beaucoup croyaient que la vie là-bas était terminée pour toujours. Mais en quelques années, les écoles ont rouvert. Les familles sont revenues. Les enfants ont recommencé à rire dans des endroits où rien ne devrait avoir poussé. Les personnes qui ont reconstruit n'étaient pas immunisées contre la douleur. Elles s'y noyaient. Mais elles ont choisi, jour après jour, de continuer à avancer malgré tout. Reconstruire ne venait pas de l'espoir. L'espoir est venu après la reconstruction. Pendant la Grande Dépression, des millions de personnes ont tout perdu du jour au lendemain. Les emplois ont disparu. Les économies se sont évaporées. La fierté a été écrasée. Certains ne se sont jamais remis. Mais d'autres se sont adaptés. Les familles partageaient la nourriture. Les voisins devenaient des bouées de sauvetage. Les gens apprenaient de nouvelles compétences, acceptaient des travaux humiliants, avalaient leur peur et continuaient. Pas parce qu'ils étaient sans peur, mais parce que s'arrêter semblait pire que lutter. Pour beaucoup, reconstruire était simplement le refus de disparaître. Les psychologues ont ensuite étudié des survivants de camps de guerre, de catastrophes et de pertes extrêmes. Ce qu'ils ont découvert était surprenant. Les personnes qui reconstruisaient n'étaient pas toujours les plus optimistes. Elles n'étaient pas les plus fortes ou les plus intelligentes. Souvent, elles étaient celles qui trouvaient un sens au sein de la souffrance, pas une raison. Car la tragédie a rarement une raison, mais un but après. Viktor Frankl, un survivant de l'Holocauste, a vu des gens autour de lui abandonner et mourir, tandis que d'autres enduraient des horreurs qui auraient dû les détruire. Il a remarqué quelque chose de crucial, ceux qui survivaient n'attendaient pas que la vie redevienne juste. Ils s'accrochaient à quelque chose de petit mais personnel. Un enfant qu'il voulait revoir, un livre qu'il rêvait d'écrire, une promesse qu'il refusait de briser. Le sens est devenu leur abri quand tout le reste leur était enlevé. Et reconstruire ne ressemble pas toujours à un drama. Parfois, c'est une mère qui se lève après une perte, non pas parce qu'elle se sent prête, mais parce que quelqu'un a encore besoin du petit déjeuner. Parfois, c'est un homme qui revient dans une maison en ruine, ramasse un morceau cassé puis un autre. Parfois, c'est simplement choisir de ne pas terminer l'histoire à son chapitre le plus sombre. Il y a aussi une vérité brutale que nous évitons. La tragédie brise tout le monde. La différence est ce que les gens font avec les morceaux brisés. Certains sont écrasés sous eux. D'autres les empilent en quelque chose de nouveau. Pas mieux qu'avant, pas plus propre, mais réel. La neuroscience montre même que les humains peuvent grandir après un traumatisme. La douleur reconfigure le cerveau. Elle aiguise la conscience. Elle élimine les illusions. Pour certains, cela crée de l'amertume. Pour d'autres, cela crée de la clarté. Ils arrêtent d'attendre, d'arrêter de supposer, d'attendre pour vivre. Reconstruire devient un acte de défi contre le chaos lui-même. Et peut-être la raison la plus importante pour laquelle les gens reconstruisent. C'est la connexion. Ceux qui se relèvent ne sont rarement seuls. Quelqu'un écoute, quelqu'un reste. Quelqu'un leur rappelle qu'ils existent encore. Même une main tendue peut faire la différence entre abandonner et continuer. Alors quand vous voyez quelqu'un qui a reconstruit après une perte inimaginable, ne le dites pas chanceux. Ne le dites pas fort. Dites-le humain. Il n'a pas échappé à la douleur. Il l'a traversée. Reconstruire n'est pas oublier ce qui a été perdu. C'est choisir de vivre avec le souvenir, sans laisser cela être la fin. Et ce choix, aussi petit et fragile soit-il, est l'une des choses les plus puissantes qu'un être humain puisse faire. Quod a utres ne remettent peas. Quand la tragédie frappe, nous aimons croire que le temps guérit tout le monde. Que, finalement, peu importe la profondeur de la blessure, les gens se remettront. Mais la vérité est plus dure, et bien plus inconfortable, certaines personnes ne se remettent pas. Et ce n'est pas parce qu'elles sont faibles, brisées ou incapables d'essayer. Pour beaucoup, les dégâts vont plus loin que la perte. Ils brisent la façon dont ils comprennent le monde. Il y a des gens qui survivent à des catastrophes, des guerres, des accidents, et pourtant perdent quelque chose d'invisible, leur sentiment de sécurité, leur croyance que la vie suit des règles. Avant la tragédie, le monde semble prévisible, travaille dur, aime ta famille, fais ce qui est juste, et tout ira principalement bien. Le traumatisme détruit cette illusion. Et quand cette croyance s'effondre, certaines personnes se retrouvent sans rien de solide sur lequel se tenir. Après la Première Guerre mondiale, des milliers de soldats sont rentrés chez eux physiquement vivants, mais mentalement figés. Ils appelaient cela le choc des obus. Des hommes qui ne pouvaient plus parler, qui tremblaient au moindre bruit, qui ne pouvaient pas dormir sans revivre le champ de bataille.
La société s'attendait à ce qu'ils passent à autre chose, qu'ils soient reconnaissants, qu'ils redeviennent normaux. Beaucoup n'ont pas pu. Ils ne choisissaient pas de rester brisés. Leur système nerveux était coincé en mode survie, rejoint la terreur bien après la fin du danger. La guérison n'a jamais reçu le temps ou la compréhension qu'elle nécessitait. D'autres ne se remettent pas parce que la perte attaque leur identité. Un parent qui perd un enfant ne perd pas seulement quelqu'un qu'il aime. Il perd qui il était. Un protecteur, un guide, un futur qu'il imaginait chaque jour. Quand ce rôle disparaît, certaines personnes ne savent plus qui elles sont. Sans sens, même respirer peut sembler inutile. Reconstruire nécessite un pourquoi, et pour certains, la tragédie le vole complètement. Il y a aussi la culpabilité, le tueur silencieux. Les survivants se demandent souvent pourquoi eux et pas moi. Les personnes qui ont vécu des accidents, des guerres ou des catastrophes peuvent se sentir piégées par la honte. Ils rejouent les moments sans fin, cherchant la décision qui aurait pu tout changer. Ce type de culpabilité ne s'estompe pas avec le temps, il durcit. Et quand la douleur se tourne vers l'intérieur, la guérison devient une punition qu'ils ne croient pas mériter. L'histoire est pleine de ces fins silencieuses. Après la catastrophe de Tchernobyl, de nombreux survivants n'ont pas été tués par les radiations, mais par le désespoir. Le déplacement, la stigmatisation, les communautés brisées, et la peur constante d'une contamination invisible ont détruit la santé mentale. Les gens ont perdu leur maison, leur but, leur sentiment d'appartenance. Sans racines, la guérison semblait dénuée de sens. Et puis il y a l'isolement. La douleur devient plus lourde quand elle est portée seule. Certaines personnes tendent la main et ne trouvent personne pour les écouter. D'autres se voient dire de rester fort, de passer à autre chose ou d'arrêter de vivre dans le passé. Avec le temps, ils apprennent à se taire. Mais le silence ne guérit pas. Il approfondit la blessure. Sans connexion, même l'esprit le plus fort peut s'effondrer sur lui-même. Il y a une vérité finale que nous admettons rarement. Toutes les tragédies ne se terminent pas par une rédemption. Toutes les histoires n'ont pas un retour. Certaines personnes survivent à l'événement, mais sont vaincues par son écho. Et cela ne fait pas d'elles des échecs. Cela signifie qu'elles étaient humaines dans un monde qui ne leur a pas donné les outils, le temps ou le soutien pour guérir. Alors quand vous voyez quelqu'un qui ne s'est pas remis, ne demandez pas pourquoi il souffre encore. Demandez ce qu'il a perdu que personne ne l'a aidé à remplacer. Parce que parfois, la tragédie ne se termine pas quand le désastre est fini. Parfois, c'est là que ça commence vraiment. Naturo, Contere, U-C-A-T-U, U-A-O-N, Naturo vs Nurturo. Dès le moment où nous naissons, une bataille silencieuse commence. Pas entre le bien et le mal, mais entre la nature et l'éducation. Entre ce que nous recevons et ce par quoi nous sommes façonnés. Certaines personnes croient que nous sommes écrits dans notre ADN. Que le tempérament, l'intelligence, la résilience, même la gentillesse sont décidés avant même que nous prenions notre première respiration. D'autres soutiennent le contraire. Que nous sommes des pages blanches, entièrement modelées par la famille, la culture, le traumatisme et les opportunités. La vérité est bien plus dérangeante. Nous sommes le résultat des deux, constamment en collision. L'histoire montre cette collision encore et encore. Au début des années 1900, des psychologues ont étudié des jumeaux identiques séparés à la naissance. Même gène, même plan biologique. Pourtant, quand ils ont grandi dans des foyers différents, leur vie se ressemblait souvent en rien. L'un pouvait devenir confiant et réussi, l'autre anxieux et replié sur lui-même. Même nature, mais éducation radicalement différente. Leur ADN a fixé les limites, mais l'environnement a décidé jusqu'où ils iraient. Mais l'éducation ne gagne pas toujours. Certains enfants naissent avec des systèmes nerveux plus sensibles à la peur, des réactions plus fortes, des cicatrices émotionnelles plus profondes. Dans des foyers calmes, ces enfants deviennent souvent réfléchis, créatifs, empathiques. Dans des environnements violents ou négligents, cette même sensibilité peut se transformer en anxiété, rage ou fermeture. La nature arme l'arme. L'éducation appuie sur la gâchette, ou la verrouille. Considérez l'histoire de l'expérience infâme de John Watson dans les années 1120. Un bébé connu sous le nom de Petit Albert a été exposé à des bruits forts et terrifiants chaque fois qu'il atteignait un rat blanc inoffensif. Avec le temps, l'enfant a développé la peur. Pas seulement du rat, mais de tout ce qui est blanc et poilu. Il n'est pas né avec la peur. La peur a été enseignée, et une fois plantée, elle s'est propagée. Ce n'était pas seulement une science cruelle. C'était la preuve que l'esprit peut être entraîné à la terreur. Mais les gènes murmurent encore sous la surface. Des études sur des survivants de traumatisme montrent que certaines personnes sont biologiquement plus résilientes au stress. Leurs corps reviennent au calme plus rapidement, leur cerveau libère des substances chimiques différentes. Deux personnes peuvent vivre la même tragédie. L'une se brise, l'autre plie. Pas parce que l'une a essayé plus fort, mais parce que leur câblage interne a réagi différemment. Et pourtant, l'éducation peut réécrire la biologie. Les enfants élevés dans des zones de guerre développent souvent des cerveaux hyperalertes, toujours en train de scanner le danger. Des années plus tard, même en sécurité, leurs corps ne se détendent pas. Mais la thérapie,
La connexion et la stabilité peuvent lentement reconfigurer ces chemins. Le cerveau apprend, le corps s'adapte. Ce qui a été façonné peut être refaçonné. Alors, lequel compte le plus? La nature décide des matières premières. L'éducation décide de la construction. Une personne née avec un tempérament calme ne saura peut-être jamais à quel point son environnement l'a protégée. Une personne née sensible peut passer une vie à combattre des tempêtes que d'autres ne ressentent jamais. Succès, échute, résilience, effondrement. Rien de tout cela ne vient d'une seule source. Et c'est là que le jugement nous échoue. Nous louons les gens pour des traits dans lesquels ils ont été soutenus. Nous blâmons les gens pour des luttes dans lesquelles ils ont été façonnés. Nous appelons cela du caractère, alors que souvent c'est de la chimie et de l'histoire entremêlées. La nature explique pourquoi nous sommes différents. L'éducation explique pourquoi ces différences comptent. Et la vérité la plus puissante de toutes? Aucun des deux n'est un destin. La biologie n'est pas une prison. L'environnement n'est pas une sentence. Il nous influence, mais il ne nous possède pas complètement. La conscience change le jeu. Le soutien change les résultats. Le sens change la direction. Vous n'êtes pas seulement ce avec quoi vous êtes né. Vous n'êtes pas seulement ce qui vous est arrivé. Vous êtes la conversation continue entre les deux, encore en train d'être écrite. Une vérité inconfortable. Une vérité que nous évitons parce qu'elle menace les histoires que nous nous racontons. Une vérité qui ne semble pas inspirante. Une vérité qui ne vend pas facilement l'espoir. Et cette vérité est la suivante: la vie n'est pas juste. Et elle n'a jamais promis de l'être. Nous voulons croire que l'effort garantit une récompense, que la bonté nous protège, que la souffrance est toujours suivie de sens. Mais l'histoire continue d'interrompre cette croyance. Un enfant peut naître en temps de guerre, tandis qu'un autre naît dans le confort, et aucun des deux n'a rien fait pour le mériter. Un conducteur prudent peut être tué par un conducteur imprudent. Une personne gentille peut tout perdre, tandis qu'une personne cruelle s'en sort indemne. L'univers ne tient pas le score comme nous le souhaiterions. C'est inconfortable parce que cela nous prive de contrôle. Si les mauvaises choses n'arrivaient qu'aux mauvaises personnes, le monde semblerait sûr. Si le travail acharné payait toujours, l'échec serait simple à expliquer. Mais la réalité ne fonctionne pas comme ça. Parfois, l'effort ne change rien. Parfois, l'amour ne suffit pas. Parfois, la survie est aléatoire. L'histoire le prouve sans relâche. Pendant la peste noire, des familles entières ont été anéanties en quelques jours. Les prières ne l'ont pas arrêté. La moralité ne l'a pas arrêté. L'intelligence ne l'a pas arrêté. La survie dépendait souvent du moment, du lieu et du hasard. Les gens ne mouraient pas parce qu'ils avaient tort. Ils mouraient parce qu'ils étaient là. Le même schéma se répète dans chaque catastrophe, chaque guerre, chaque effondrement. Nous cherchons des leçons parce que le chaos nous terrifie. Nous voulons que la souffrance signifie quelque chose. Mais souvent, la tragédie n'a aucun message, aucun avertissement, aucun dénouement moral. Et voici la partie qui fait le plus mal. Ta douleur ne te rend pas automatiquement plus sage. Ta lutte ne garantit pas la force. Ta survie ne signifie pas que tu as été choisi. Certaines personnes endurent des horreurs et en sortent brisées, pas éclairées. D'autres sont façonnées par des vies douces et deviennent quand même gentilles. Il n'y a pas de formule universelle. Cette vérité est inconfortable, parce qu'elle remet en question le blâme. Si la vie est injuste, alors l'échec n'est pas toujours personnel. Et si le succès n'est pas toujours mérité, alors juger les autres devient terrain instable. Nous préférons croire que les gens sont exactement là où ils méritent d'être. Cela nous protège d'imaginer nous-mêmes à leur place. Mais la réalité se moque du confort. La vérité inconfortable est que le contrôle est limité. La sécurité est fragile. La certitude est une illusion. Et prétendre le contraire ne nous protège pas. Cela ne fait que retarder le choc. Pourtant, étrangement, cette vérité peut aussi être libératrice. Si la vie est injuste, alors ta souffrance n'est pas une preuve de faiblesse. Si les résultats sont aléatoires, alors ta valeur n'est pas définie par les résultats. Si le chaos existe, alors la compassion compte plus que le jugement. Une fois que nous cessons d'exiger que le monde ait du sens, nous pouvons commencer à décider comment y répondre. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui arrive, mais nous pouvons contrôler ce que nous faisons ensuite. Et peut-être que c'est le pouvoir silencieux caché dans la vérité inconfortable. Pas la promesse de justice, mais la liberté de vivre honnêtement, sans illusion. LRES, I-L-I-E-N-C-E, Epieutellepis. Pelolé était arrivé à Ponce habituellement. La résilience n'est pas un super pouvoir que seules certaines personnes possèdent à la naissance. Ce n'est pas un trait qui apparaît magiquement après un discours motivationnel ou une citation inspirante. La résilience est une compétence, un muscle, quelque chose qui grandit lorsqu'il est utilisé, testé et parfois brisé. La question n'est pas de savoir si la résilience peut être apprise. La vraie question est qu'est-ce que cela demande pour la construire? Parce que la vérité est que la résilience ne se construit pas dans le confort. Elle se construit dans la crise. Prenez l'histoire de la mission Apollo 13. Le vaisseau spatial a été endommagé, le niveau d'oxygène baissait, et la NASA courait contre la montre. Les astronautes auraient pu paniquer. Ils auraient pu abandonner.
Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont utilisé ce qu'ils avaient, se sont adaptés, ont improvisé et ont survécu. Leur résilience ne venait pas du fait d'être sans peur. Elle venait de l'entraînement, du travail d'équipe et de la capacité à se concentrer sur ce qu'ils pouvaient contrôler. Et c'est la première leçon. La résilience se construit par la pratique, pas par la positivité. Un enfant qui apprend à faire du vélo ne devient pas résilient parce que quelqu'un lui dit « tu peux le faire ». Il devient résilient parce qu'il tombe, se fait écorcher, se relève et essaie à nouveau. Chaque échec lui apprend que tomber n'est pas la fin. C'est une partie du processus. La résilience est la capacité de continuer quand l'échec semble permanent. La deuxième leçon est le sens. Des études sur des survivants de traumatisme montrent que ceux qui reconstruisent trouvent souvent un but après la catastrophe. Pas un optimisme faux. Un sens réel, une raison de vivre, une cause, une promesse. Victor Frankl, un survivant de l'Holocauste, l'a expliqué clairement, les gens peuvent endurer presque n'importe quoi s'ils ont une raison de vivre. La résilience grandit quand vous avez quelque chose pour lequel il vaut la peine de se battre. La troisième leçon est la connexion. Personne ne devient résilient seul. Même les personnes les plus fortes ont quelqu'un derrière elles. La famille, des amis, des mentors, ou même des inconnus qui sont apparus au bon moment. La connexion crée la sécurité. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas censés porter le poids du monde seul. La quatrième leçon est le contrôle. Les personnes résilientes ne croient pas qu'elles contrôlent tout. Elles contrôlent ce qu'elles peuvent et acceptent ce qu'elles ne peuvent pas. Cela ne signifie pas abandonner. Cela signifie concentrer son énergie là où cela compte. Quand vous êtes dans une tempête, vous ne pouvez pas arrêter la pluie. Mais vous pouvez choisir de construire un abri. Et la dernière leçon est la conscience de soi. La résilience exige de connaître ses limites. Pas pour être vaincu par elles, mais pour les respecter. Quand vous comprenez vos déclencheurs, vos schémas, vos faiblesses, vous pouvez vous préparer. Vous pouvez poser des limites. Vous pouvez choisir des stratégies qui fonctionnent pour vous. Alors la résilience peut-elle être apprise? Oui, mais elle ne s'apprend pas en prétendant que la douleur n'est pas réelle. Elle s'apprend en l'affrontant, en la comprenant et en choisissant d'avancer malgré tout. Ce n'est pas un trait que vous avez ou n'avez pas. C'est un chemin que vous parcourez. Et chaque pas, aussi petit soit-il, vous rend plus fort. Alors qu'avons-nous appris aujourd'hui que la tragédie n'est pas seulement une histoire. C'est une force qui révèle la vérité sur la vie. Que certaines personnes reconstruisent parce qu'elles trouvent du sens, une connexion ou une raison de continuer. Et que d'autres ne se remettent pas. Pas parce qu'elles sont faibles, mais parce que leur douleur devient trop lourde à porter seule. Et voici la vérité inconfortable que nous ne pouvons pas ignorer. La vie n'est pas juste. Elle n'a jamais promis de l'être. Et pourtant, nous continuons à nous présenter. C'est la partie qui compte. Parce que la résilience n'est pas un talent. Ce n'est pas quelque chose avec lequel vous êtes né. C'est une compétence qui grandit lorsque vous êtes mis à l'épreuve. Elle grandit quand vous tombez, quand vous vous relevez, quand vous choisissez de continuer à vivre, même quand vous n'en avez pas envie. Si vous regardez ceci et que vous avez traversé quelque chose qui vous a brisé, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'être réparé pour être digne. Vous n'avez pas besoin d'être guéri pour être vivant. Et vous n'avez pas besoin d'aller bien pour continuer. Parfois, la chose la plus forte que vous puissiez faire est simplement de continuer à faire le pas suivant. Et si vous êtes quelqu'un qui cherche encore du sens après la douleur, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe que vous êtes humain. Ce que la vérité est. Nous n'avons pas le choix de ce qui nous arrive. Mais nous avons le choix de ce que nous faisons ensuite. Alors respirez. Soyez gentil avec vous-même. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas défini par ce qui vous a brisé. Vous êtes défini par ce que vous faites avec les morceaux. Si cette vidéo vous a aidé, ne serait-ce qu'un peu, likez, commentez et abonnez-vous. Et partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parce que parfois, les bons mots au bon moment peuvent être le premier pas vers la reconstruction. Alors, voici la question finale pour vous. Si la tragédie peut briser n'importe qui, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous reconstruisiez? Réfléchissez-y. Parce que la vérité est que la vie ne promet pas la justice. Elle ne promet pas la sécurité. Mais elle nous donne un choix. Un choix de reconstruire. Maintenant, je veux vous entendre. Quelle est une chose que vous avez perdue qui fait encore mal? Et qu'est-ce que cela signifierait pour vous de reconstruire à partir de cela? Et voici la dernière question. Croyez-vous que la résilience est quelque chose avec lequel on est? Ou quelque chose qu'on apprend? Écrivez vos réponses dans les commentaires ci-dessous. Je lirai chacun d'entre eux. Si cette vidéo vous a aidé, ne serait-ce qu'un peu, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Parce que parfois, les bons mots au bon moment peuvent tout changer.